Salut tout le monde, ça va bien? Oui. Oui, c'est moi sur la photo. Donc, mais justement, c'est un bon point. Qu'est-ce que vous pensez que je fais? Est-ce que vous savez c'est quoi du ski acrobatique saut? Oui? Est-ce que vous avez déjà vu du ski acrobatique saut? Et pour être sûr qu'on est tous sur la même base, là, j'aimerais ça vous montrer une vidéo de ce que je fais. Et après ça, une fois que vous allez savoir c'est quoi mon sport, là, je vais pouvoir enchaîner puis vous présenter ma carrière puis qu'est-ce que j'ai accompli. Donc, on peut montrer la petite vidéo. Ça, c'était une Coupe du monde qu'il y a eu l'hiver passé à Deer Valley aux États-Unis. Puis, c'est moi. And she's on course. Donc, c'est ça, le ski acrobatique saut, c'est mon sport. Je suis médaillée olympique dans cette discipline des derniers Jeux olympiques de Pékin à Beijing, en fait, en 2022. Je suis présentement classée 3e sur le classement mondial en ski acrobatique. J'ai 7 podiums en Coupe du monde. Je suis championne canadienne en titre depuis 2019. Donc, ça, c'est mes résultats que si vous allez sur Google, vous tapez mon nom, c'est ça qui sort. Je fais ça à temps plein. C'est ma passion depuis quelques années déjà. Puis là, je pourrais vous raconter comment, étape par étape, je me suis rendue à ce point-là. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est dans les dernières années, les leçons que j'ai apprises, puis comment la petite fille que j'étais est devenue athlète olympique, médaille olympique, puis a obtenu ces accomplissements-là avec le temps. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Je recommence la présentation. Je m'appelle Marion, j'ai 23 ans, j'adore les acrobaties. Ma première passion, c'est la gymnastique. J'ai fait de la gymnastique pendant 14 ans à Sherbrooke, pas trop loin d'ici. Sinon, à part la gymnastique, j'ai fait des expositions au secondaire. C'est ce qui me passionnait aussi. Puis, j'ai grandi avec un père qui était sur l'équipe de France de saut à la perche. Donc, j'ai vu, ça ressemblait à quoi le mode de vie d'athlète? De voyager partout à travers le monde, de compétitionner, de représenter son pays, de s'entraîner tous les jours. Donc, j'ai grandi en le regardant compétitionner. Puis, rapidement, en gymnastique, je me suis rendu compte que, tu sais quoi? Peut-être que je n'atteindrai pas ce niveau-là. Je n'irai pas aux Jeux olympiques. Je n'irai pas représenter le Canada à l'international. Puis, c'est pas grave. Tu sais, quand tu as une passion, même si tu ne vas pas atteindre le plus niveau au monde, c'est pas grave si tu aimes ce que tu fais. Donc, j'avais fait le deuil de mon rêve olympique à ce moment-là. Puis, comment cette petite fille-là qui a fait son deuil du rêve olympique, qui est gymnaste, qui va au secondaire, est devenue médaille olympique? Mais en fait, c'est en avril 2017 que ça a changé pour moi. J'avais 17 ans. J'ai fait le camp des recrues RBC. Est-ce que vous connaissez le camp des recrues RBC? Non? Oui, en tout cas, je vais vous dire c'est quoi. Dans le fond, partout au Canada, c'est des camps physiques. Donc, tu peux aller à un événement. Il y en a à Sherbrooke, Montréal, Québec, entre autres. Tu fais des tests physiques. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Tous les jeunes entre 14 et 25 ans peuvent se présenter. Puis là, il y a des recruteurs de différents sports. Et donc là, il y a un homme qui m'approche à cet événement-là, puis il me dit « Bonjour Marion, toi tu fais de la gymnastique? » Je suis comme « Oui. » Il me dit « Est-ce que tu voudrais essayer le ski acrobatique? » Puis là, je lui réponds « Ben moi, je suis pas une skieuse, donc je pense pas que j'ai le rôle de l'emploi. » Puis il me dit « Non, non, mais c'est pas grave, tu fais des acrobaties, tu es une acrobate. » Je suis comme « Oui. » Il est comme « OK, viens essayer. » Donc, à ce moment-là, dans ma vie, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je finissais mon secondaire, j'avais dédié tout mon corps et mon âme à la gymnastique depuis que j'étais très petite. Puis là, je ne savais pas, est-ce que je veux continuer? Si j'arrête, je passais 25 à 30 heures semaine dans le gym. Qu'est-ce que j'allais faire avec tout ce temps-là? J'avais aucune idée. Donc, dans cet état d'esprit-là, je me suis dit, ben regarde, je vais aller essayer. Donc, quelques mois plus tard, je suis allée au Centre d'entraînement national de ski acrobatique au Canada, qui est proche de Québec, la ville de Québec. Donc, j'arrive là. On est à l'extérieur. Il y a une immense piscine avec des gens qui sautent dans la piscine sur une immense structure de bois qui est super haute. Elle est recouverte de plastique. Il y a des sauts de plusieurs mètres de haut. Les gens s'élancent à des vitesses faramineuses, vont à 10 mètres de haut, font des flips, retournent dans la piscine. Là, je tourne ma tête. Sur le côté, il y a des trampolines partout sur le côté avec des bungees qui nous permettent d'aller plus haut sur les trampolines. Il y a de la musique. On dirait un camp de vacances. Puis là, je suis comme, c'est ça, le Centre national d'entraînement? OK, ça a l'air cool. Donc, il me dit, OK, c'est le temps d'essayer.
Là, je suis comme parfait, on se souvient que je ne suis pas une skieuse. Donc là, je mets mes bottes, je mets mes skis. Puis là, la première étape pour faire un saut, c'est qu'il faut s'élancer sur la rampe de lancement. Là, ça a l'air d'être l'étape facile. C'est supposé être l'étape facile, mais déjà là, c'était un gros défi pour moi. Dans le fond, mettons que le saut est vis-à-vis vous, là. Tu commences, tu es perpendiculaire au saut, puis il faut que tu sautes pour aller dans la direction du saut pour après, ensuite t'élancer. Si tu sautes pas assez, si c'est moins de 90 degrés, tu t'en vas dans le cabanon. Si tu fais un peu plus, tu t'en vas dans la barrière. Puis si tu fais exactement la bonne affaire, bien là, tu commences à prendre la vitesse pour aller prendre le saut. Donc, toutes les options étaient terrifiantes, à mon avis. Puis, j'étais pas à l'aise sur mes skis. Donc, j'avais vraiment peur. J'avais peur que le recruteur pense que finalement, ben, je pouvais pas faire ce sport-là. Mais regarde, j'ai essayé. J'ai survécu de toute évidence. J'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Puis de saut en saut, je me suis améliorée. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, après 3 jours, il me dit, ben, regarde, Marion, t'es quand même pas pire. Reviens dans quelques semaines, on va faire un camp complet. Quelques semaines plus tard, on est à l'été 2017, je viens juste de finir mon secondaire. Je retourne, je fais un camp complet. Là, je commence à faire des flips, je commence à faire des backflips, front flips. OK, j'essaie de faire des figures dans les airs. J'adore ça. Une couple de fois cet été-là, je suis revenue, puis à la fin de l'été, j'avais développé une petite passion pour ce sport-là, finalement. Puis, il m'approche, puis il me dit, bon, Marion, tu as un immense potentiel dans ce sport-là. Si tu veux, viens avec nous, on va te donner les ressources, puis on va faire en sorte que tu atteignes ton plein potentiel dans ce sport-là. Et donc là, puisque, comme je vous l'avais dit, moi, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là, mais j'ai dit, tu sais quoi, je me lance. Donc, j'avais 17 ans, j'ai déménagé de chez mes parents, je suis déménagée de Sherbrooke pour aller dans les Laurentides pour faire un sport que j'avais pratiqué pendant 3 semaines, que je connais honnêtement pas grand-chose de ce sport-là, mais j'avais aimé ça. J'étais passionnée. Donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans. L'année suivante, j'ai gagné les championnats canadiens. L'année d'après, j'ai gagné le circuit nord-américain. L'année d'après, j'ai gagné ma première Coupe du monde. L'année d'après, je suis devenue médaille olympique. Donc, comment la petite fille qu'on voit là, qui a fait les Jeux du Québec, qui a fait de la gymnastique, qui fait des niaiseries, comment, en 4 ans, est devenue médaille olympique? On peut changer de diapo. C'est une question que je me suis vraiment beaucoup posée. Aux Jeux olympiques, on m'a beaucoup posé la question « Hey, mais les athlètes olympiques, ils pratiquent leur sport depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils ont passé leur vie, ils ont dédié leur vie à ça. Toi, ça fait 4 ans, tu dois être extrêmement talentueuse. Comment t'as fait? » Puis la réponse, c'est... en fait, il me disait « Est-ce que c'est un succès du jour au lendemain, comme on n'en voit jamais? » Puis la réponse, c'est non, c'est pas un succès du jour au lendemain. Oui, ça faisait 4 ans que je pratiquais cette discipline-là, qui était nouvelle pour moi. J'étais encore une recrue dans ce sport-là. Mais je suis une athlète depuis que j'ai 10 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous pratiquent des sports. Tous les jours que je me suis entraînée, depuis que je suis petite, ont culminé à ce succès-là. Je ne savais pas que je m'entraînais pour les Jeux tout mon primaire, tout mon secondaire. Je ne le savais vraiment pas, puis je ne pensais jamais aller aux Jeux. Mais finalement, ça a tombé que tous ces efforts-là que j'ai mis, ils ont culminé en cet accomplissement-là. Puis, je veux dire, je suis encore athlète. J'espère continuer à vivre des expériences comme celle-là. Puis, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas de succès qui arrive du jour au lendemain. Mais l'affaire, c'est qu'on ne sait pas toujours ça va être quoi notre succès. Mais il faut quand même se donner la chance d'avoir accès à ça en travaillant fort, même si tu ne sais pas exactement pourquoi. Tout mon secondaire, je suis arrivée au gym à 7h30 tous les matins. Je m'entraînais pendant 3 heures. J'allais à l'école. 3 soirs par semaine, je retournais au gym pendant 2 heures. Puis le reste du temps, je faisais des devoirs. Je faisais que ça. Puis l'éthique de travail et la discipline que j'ai développée pendant ces années-là m'a tellement servi par après, mais sur le moment, je ne le savais même pas. Donc non, ça n'existe pas le succès du jour au lendemain. Le succès que vous le construisez en ce moment, dans tous les jours, tous les entraînements, tous vos efforts que vous faites. C'est ça qui va créer le succès plus tard, même si vous ne savez pas exactement c'est quoi. On peut changer de diapo. Donc, là, on se souvient où est-ce qu'on était dans mon histoire. Je déménage de chez mes parents. Je vais habiter dans les Laurentides. Je commence à m'entraîner à temps, on va dire pas à temps plein, mais je commence à m'entraîner vraiment beaucoup dans cette discipline-là. Là, je suis dans un camp d'entraînement, puis je fais mes premiers backflips sur la neige. Donc là, ça, c'est excitant, la première fois que tu fais un flip sur la neige. Donc, je commence à faire ça, j'essaie de rajouter une vrille, etc. Et là, un jour, j'ai eu une vraiment mauvaise journée. Ça allait pas bien. Je tombais sur le dos, je tombais sur le ventre, je tombais sur le côté. Ça allait pas. Après l'entraînement, mon entraîneur, il vient me voir puis il me dit « Marion,
À 15 heures, viens me rejoindre au café du centre de ski. Je veux te parler. Comme, OK, parfait. Je me demande ce que j'ai fait de pas correct. J'arrive au café, il y a son ordi d'ouvert avec un document Excel. Le document Excel, il y a 4 colonnes. Année 1, année 2, année 3, année 4. Il me dit, Marion, ça, c'est exactement ce que tu dois faire pour te qualifier pour les prochains Jeux olympiques de Beijing 2022. À ce moment-là, je faisais un simple périlleux sur la neige. Puis, pour aller aux Jeux olympiques, il fallait que je fasse des doubles périlleux avec 3 V. Il fallait que je fasse le saut que je vous ai montré au début. Donc, on aurait dit là, que c'est un monde complètement différent. J'étais même pas proche d'être capable de faire ça. Mais ce coach-là, il dit, je le vois en toi. Tu as le potentiel de le faire. Mais là, il va falloir que faut que tu arrêtes d'être désespéré à chaque fois que tu fais une erreur. Oui, tu as eu une journée difficile aujourd'hui, mais si tu te décourages à chaque fois, tu n'iras pas aux Jeux olympiques. Mais je pense que tu es capable d'aller aux Jeux olympiques. Il va falloir que tu crois en toi autant que moi, je crois en toi. Est-ce que ça te tente? Est-ce que ça te tente d'essayer au moins? Puis là, évidemment, j'ai dit oui, parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Mais ça pour dire que cet entraîneur-là qui a cru en moi, ça m'a donné la confiance de penser que oui, j'étais capable, même si mes capacités actuelles étaient vraiment, vraiment basses. Donc, je commence à faire des périodes simples sur la neige. Mon objectif, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Parfait. Je vais tout faire en mon possible pour me qualifier. Quelques mois passent, je m'entraîne, là, je suis à une compétition. Puis, je vais vous montrer une vidéo qui me suit encore à ce jour. Il n'y a aucune médaille en Coupe du Monde, médaille olympique qui va pouvoir faire oublier à mes coéquipiers cette journée-là, qui était vraiment embarrassante pour moi. On se souvient, là, moi, je vais me qualifier pour les Jeux, puis là, je suis vraiment motivée, puis là, j'arrive à une compétition et devant tout le monde, c'est ça qui se passe. On peut le rejouer une deuxième fois si vous voulez. Là. Je peux pas croire que je vous montre cette vidéo-là. Donc ça, on appelle ça une prise de corps. Là. Dans le fond, c'est quand ton ski, le corps de ton ski pogne dans la neige, puis là, ton ski s'en va dans une direction totalement opposée à où est-ce que toi, tu veux aller. Puis moi, j'étais pas assez une bonne skieuse pour être capable de ramener ça, tu sais. Et donc là, le mur dans lequel j'ai foncé, que vous avez vu, ça, c'est la tour des juges. Ça veut dire que les juges sont dedans dans cette tour-là. Puis, à côté, sur la tour des juges, il y a toutes les pelles qui ont servi à construire le site de saut. Et moi, je les ai ramassées une après l'autre, tac, 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 qui ont toutes tombé. Et là, moi aussi, je suis tombée, de toute évidence. Mon coach arrive en courant. « Est-ce que tu es correct? » Puis je suis comme « Oui, je suis correct. » Et là, quand ils ont su que j'étais correct, tout le monde s'est mis à rire. Et à ce jour, cette vidéo existe dans le cellulaire de tous les athlètes qui font du ski acrobatique au Canada. Donc, ça m'a vraiment suivi. Mais cette journée-là, pour moi, a vraiment été difficile parce que moi, il y a quelques mois, on m'avait dit que j'avais le potentiel d'aller aux Jeux olympiques et maintenant, je fonçais tête première dans la tour des juges. La route va être longue. Mais c'est pour vous dire que tu as le droit d'être ambitieux, même si l'objectif semble si loin. Parce que si tu n'as pas cet objectif-là, peut-être que tu ne feras même pas les efforts pour aller au moins tendre vers cet objectif-là. Donc, avoir des objectifs ambitieux, ça fait qu'on se dépasse, même si c'est ça qui se passe dans la réalité. Au moins, dans ta tête, tu dois croire en qu'est-ce que tu es capable de faire au long terme. On peut passer à la prochaine diapo. Je veux parler des erreurs, parce que ça, c'en est une, évidemment, qui m'a suivie, mais j'en ai fait beaucoup. Puis, dans le ski acrobatique, c'est un sport qu'on tombe beaucoup. Moi, j'atterris environ 75% de mes sauts. Donc, ça fait un peu de maths. Ça veut dire que tous les 4 sauts, je tombe, à peu près. Bon, là, ça dépend des jours, on s'entend, là. Mais, puis quand on tombe en ski acrobatique, c'est plus le genre de chute que j'ai de nos jours. Là, on peut mettre le vidéo. Ça ressemble plus à ça, maintenant. Ça fait mal. Ça fait mal physiquement, ça fait mal mentalement. Mais j'aimerais vous partager une des phrases qui m'a vraiment suivie puis qui me permet de me relever de ces sauts-là puis de remonter en haut puis de le refaire. C'est que j'ai lu un livre quand j'étais plus jeune de Chris Hadfield, l'astronaute canadien. Puis dans son livre, lui, il dit que le jour où le premier homme a marché sur la Lune, lui, il avait 9 ans.
Puis il a vu ça, puis ça l'a vraiment inspiré. Puis depuis ce jour-là, il voulait devenir un astronaute. Et dans son livre, il explique qu'à partir de ce moment-là, il a pris toutes ses grandes décisions de vie en fonction de ça. Moi, je veux devenir un astronaute. Donc, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'un futur astronaute ferait? Donc là, il a fait ses études en fonction de ça, toutes ses décisions en fonction de ça. Et là, moi, j'ai lu cette phrase-là, puis j'ai décidé de l'appliquer à ma vie. Qu'est-ce qu'une future olympienne ferait? Quand une future olympienne tombe sur le dos de 8 mètres de haut comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, clairement, elle réessaye, parce que si elle arrête à ce moment-là, elle n'ira pas aux Jeux olympiques. Donc, je suis remontée en haut, j'en ai fait un autre. Mais tu peux te poser cette question-là par rapport à n'importe quel objectif. Qu'est-ce qu'une future olympienne ferait? Qu'est-ce que le futur meilleur joueur de basket ferait? Qu'est-ce que le futur meilleur joueur de hockey ferait? Je vous donne des exemples. Tu peux appliquer à n'importe quoi. Puis cette phrase-là, elle a peut-être fait en sorte que je suis allée aux Jeux olympiques parce qu'à chaque fois que j'ai foncé dans les murs, bon, c'est juste arrivé une fois, ou que je suis tombée sur le dos, ça s'est arrivé vraiment beaucoup de fois, bien, je me suis posé cette question-là. Puis oui, moi, j'avais envie de juste comme partir de l'entraînement des fois parce que ça fait mal pour de vrai, là, puis tu te poses la question, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je mets tous ces efforts-là, pourquoi est-ce que j'ai peur de me blesser, etc. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qu'une future olympienne ferait? Bien, elle persévérait. Donc, en l'honneur de cette personne que je veux devenir, je vais le faire, puis je vais continuer. On peut changer de diapo. Bon, là, maintenant, on a parlé de quand ça va mal, mais des fois, ça va bien aussi. Puis les moments que ça va bien, c'est important de s'en souvenir quand ça va mal. Donc, je vais vous expliquer un moment qui m'a rendu vraiment fière, mais pendant ce temps-là, moi, je veux que vous pensiez, vous, un moment qui vous a rendu vraiment fière. Ça peut être dans le sport, ça peut ne pas être dans le sport. Vraiment un moment où vous étiez fiers de vous, que vous trouviez que vous avez donné une super belle performance, puis que vous avez atteint un certain niveau de performance. Un des moments, pour moi, ça a été mon premier podium en Coupe du Monde. Ma première année en Coupe du Monde, c'est la saison 2020-2021. La saison commence en Finlande. Personne ne me connaît parce que je suis nouvelle. Donc là, j'arrive, première Coupe du Monde de la saison, qualification, je gagne les qualifications. Là, personne ne me connaissait à ce moment-là. Tout le monde est comme, oh mon Dieu, c'est qui cette personne-là? Pour ceux qui ne connaissent pas le format, on fait qualification, finale, super finale. Donc à chaque fois, le nombre de personnes qui passent au palier supérieur diminue. Puis le saut qu'on fait en super finale, c'est le saut qui compte pour le podium. Donc, moi, je gagne les qualifications, super confiante, ça va bien, let's go. J'arrive en finale, je fais un bon saut, je passe en super finale, c'est l'heure du saut pour le podium. Et là, je tombe. Donc, je ne sais pas combien j'ai fini, mais je n'ai pas fait de podium, je suis tombée. Mais après cette compétition-là, en Finlande, je me suis dit, hey, je n'étais pas si loin du podium. Si j'atterris sur mes pieds la prochaine fois, je pourrais être parmi les 3 meilleurs au monde. Puis ça, c'est vraiment symbolique. Donc là, on arrive, deuxième destination de la saison, Yaroslav, dans le nord de la Russie, avant la guerre, évidemment. Donc, on est là, il fait super froid. Qualification, je gagne les qualifications. Super, on est bien parti. J'arrive en finale, super bon saut en finale. On passe en super finale. Et là, en super finale, je tombe. Encore. Puis, la Coupe du Monde d'après, j'ai pas besoin de vous le raconter, exactement la même chose. J'ai bien fait en qualification, j'ai bien fait en finale. Je suis encore tombée en super finale. Donc là, on arrive à la 4e destination de la saison, puis il y a même des gens qui commencent à dire « Ouais, mais Marion est juste bonne en qualification. » Et je l'ai cru, moi. Je l'ai cru, j'étais comme « Ah, c'est vrai, je suis juste bonne en qualification. Quand j'arrive en super finale, je suis pas capable de gérer la pression. » Puis j'ai commencé à m'associer à cette croyance-là. Moi, je suis juste bonne en qualification. Quand c'est le temps de performer en super finale, je suis pas capable. On arrive à Moscou, puis à Moscou, j'avais eu une belle semaine d'entraînement, le site était beau, les conditions étaient belles, ça allait bien. Jour de la compétition, qualification, ça va bien, finale, ça va bien. Puis là, j'arrive en super finale, puis j'avais entretenu cette croyance-là que je n'étais pas capable d'atterrir en super finale, mais en même temps, je me disais, mais si j'atterris, je sais que je suis dans les 3 meilleurs au monde. Je le savais profondément que j'étais capable d'être sur le podium. Et là, j'étais vraiment stressée, je ressentais cette anxiété-là monter en moi, de est-ce que je vais être capable de faire ce que je sais que je suis capable de faire. Je fais mon saut, j'atterris, premier podium en Coupe du Monde, je finis 3e. Donc, c'est ce podium-là. Ce moment-là, j'ai tellement été fière de moi parce que je doutais vraiment de moi, puis j'ai réussi à livrer la performance. Et ce succès-là, je l'utilise comme ancrage.
Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser un succès comme ancrage? C'est que plus tard dans ma vie, quand je suis retournée dans une situation où je doutais de moi, où ça allait pas bien, où je devais livrer une performance que je sentais que j'étais pas capable de donner, ben je suis retournée à ce moment-là puis je me suis dit, hey, à ce moment-là, j'ai été capable. Pourquoi je serais pas capable maintenant? Puis ça aussi, vous pouvez le faire. Vous trouvez le moment que vous avez été le plus fier de vous, où vous avez surmonté des difficultés puis que vous avez été capable. C'est sûr que ça va arriver dans votre vie. Vous arrivez dans ce moment-là et vous pensez à ce moment-là. J'en ai plein des moments comme ça que j'utilise comme ancrage pour que quand je doute de moi, parce que vous allez douter de vous, c'est normal de douter, mais tu peux utiliser ces moments-là pour te prouver à toi-même que tu es capable. On peut changer de diapo. Là, on a parlé de quand ça va mal, on a parlé de quand ça va bien, comment on utilise ces outils-là pour passer au travers des moments difficiles et utiliser les moments forts pour nous aider. Maintenant, le quotidien, ça ressemble à quoi? Le quotidien d'une athlète de haut niveau, c'est qu'on s'entraîne. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Puis c'est ce quotidien-là qui va mener vers les performances clés. Mais on voit juste les performances clés. On ne voit pas le quotidien. Puis il y a une phrase que j'ai beaucoup utilisée dans les dernières années qui m'a pris quand même beaucoup de temps à comprendre. C'est « Tu es responsable de ton succès ». Ça a l'air simple, ça a l'air normal. Oui, en effet, je suis responsable de mon succès. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Je suis responsable de mon succès » ? Mais ça veut dire que c'est ma responsabilité de faire tout ce qui est en mon possible, en mon pouvoir, pour arriver le jour de la compétition prête, puis livrer la performance que je sais que je suis capable de donner. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Là, je parle de sport, mais on s'entend qu'on peut appliquer ça à toutes les sphères de votre vie, OK? Si j'arrive à un entraînement, puis je suis fatiguée cette journée-là, je suis comme, je suis fatiguée aujourd'hui, je vais réduire ma charge de travail. OK, c'est correct, tu peux faire ça. Mais après, il faut que tu te poses la question, pourquoi j'étais fatiguée aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait tout ce qui est dans mon possible pour arriver dans des bonnes dispositions à l'entraînement? Sûrement pas. Qu'est-ce que je peux changer pour la prochaine fois? C'est moi qui est responsable de mon succès. Mon coach, il peut me dire qu'est-ce qu'il veut, il peut me donner des conseils, mais si je n'arrive pas dans des bonnes dispositions à l'entraînement, c'est ma responsabilité. Aussi, j'ai des petites blessures. Quand tu as une petite blessure, tu peux dire « Ah, mais je ne peux pas faire ça, je suis blessée. » Oui, c'est vrai. Tu es blessé. Est-ce que tu as fait tout ce qui était en ton possible pour guérir de cette blessure-là? Donner les outils à ton corps pour être plus fort et être capable de guérir correctement? Il faut que tu te poses la question. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai eu mal au dos toute ma vie. Moi, je ne me souviens même pas d'un jour que j'ai pas eu mal au dos. En tant que gymnaste, en tant que skieuse, peu importe ce que je faisais, la douleur était là. Puis, je l'avais intégrée. J'étais comme, moi, j'ai mal au dos. C'est normal, Marion, elle a mal au dos tout le temps, c'est la vie. Puis, j'étais capable de vivre avec en adaptant mon entraînement des fois, puis en tolérant la douleur. Jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près, la douleur est devenue vraiment, vraiment forte. À un point tel que je me posais des questions sur « Hey, mais là, c'est pas juste par rapport à mon sport, c'est par rapport à mon quotidien que c'est limitant. » Puis ça m'a fait peur. Je suis quand même jeune, j'ai pas envie d'avoir mal au dos toute ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée voir différents physios, médecins, etc. Ils avaient des idées différentes. Puis, on dirait que ça m'a mis en doute. Je suis comme, toute ma vie, moi, j'ai trouvé que c'est la responsabilité du physio de me guérir. Je vais voir le physio. Il me dit, ah oui, fais ça, ça, ça. Je te traite un peu. Parfait. La semaine prochaine, je reviens le voir. OK, guéris-moi maintenant. Guéris-moi maintenant. Mais j'ai jamais pris la responsabilité de me guérir sur mes épaules. Puis à ce moment-là, quand c'est devenu vraiment limitant, je me suis dit, il n'y a personne d'autre que moi qui ressent cette douleur-là. Pourquoi c'est pas moi qui prends les moyens pour me guérir moi-même? Quand je suis revenue au Québec après ce camp d'entraînement-là où la douleur était vraiment présente, j'ai passé une IRM. Et là, on m'a dit que, Marion, tu as une hernie discale. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une hernie discale, j'ai mis une petite photo ici. Dans le fond, tu as les vertèbres dans ton dos, puis entre tes vertèbres, tu as des disques. Puis un disque, techniquement, il va rester vraiment sous tes vertèbres, mais quand tu as une hernie, c'est qu'il y a une partie du disque qui va sortir un peu, qui va comme se désaligner, on pourrait dire. Là, on s'entend que je vulgarise, là, je ne sais pas exactement comment ça marche. Puis ça, le petit morceau de disque qui sort, qui est inflammé, ça vient... Moi, ça venait appuyer sur mon nerf sciatique. Donc ça, c'est le nerf qui innerve tout le bas de ton corps. Donc moi, toute ma jambe droite devenait engourdie. Je le sentais jusque dans mes orteils, de ma hanche à mes orteils. Une hernie discale, il y a plusieurs grades. Ça peut être
pas trop grave, ça se résorbe tout seul, ou ça peut nécessiter une chirurgie. Dans mon cas, j'avais pas besoin de chirurgie. Mais par contre, on s'est posé la question, est-ce que je devrais ne pas faire ma saison, prendre le temps de récupérer? Comment on va gérer ça? Finalement, j'ai commencé à prendre des médicaments, quand même très forts, pour la douleur neurale. Ça a super bien marché. J'ai pu faire ma saison. Mais là, à la fin de la saison, je me suis dit, là, je prends des médicaments qui sont vraiment forts. C'est des médicaments même qu'il fallait que je me sevre à la fin parce que mon corps, il s'habitue. Je trouvais que ça faisait peur. Je suis comme, c'est pas quelque chose que je veux prôner dans mon sport. Je veux pas dépendre de médicaments qui sont super forts, qui affectent le fonctionnement de mon corps. Je peux plus prendre ces médicaments-là. J'ai arrêté de les prendre. Puis après ça, je me suis dit, OK, mais là, il m'empêchait d'avoir mal. Comment est-ce que je peux m'empêcher d'avoir mal? Puis c'est là que, à place d'aller au physio en étant, s'il te plaît, guéris-moi, j'ai comme, s'il te plaît, explique-moi. C'est quoi le problème? Puis moi, je vais prendre les actions qui me font du bien puis que je pense qu'ils vont m'aider. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé un programme de yoga que je faisais au début très progressivement parce qu'il y avait plein de mouvements que je ne pouvais pas faire. Puis j'en ai fait de plus en plus. J'ai commencé de la méditation pour la douleur, qu'on appelle ça. Fait que c'est une forme de méditation qui te permet de prendre conscience de ton corps pour essayer d'identifier il est où le problème. Et au fil des semaines, j'ai trouvé quelque chose qui marchait pour moi. J'ai approché mon préparateur physique puis j'ai dit, ces mouvements-là spécifiques, ils me font mal. Comment est-ce que je pourrais travailler les mêmes muscles, être aussi forte, mais sans encaisser le choc dans mon dos? On a trouvé des solutions. Et là, alors que je vous parle, je n'ai plus mal au dos. J'ai eu mal au dos depuis le début de ma carrière, depuis que j'ai 12 ans. Et là, tout à coup, quand je l'ai pris sous ma responsabilité de prendre soin de mon corps, ça a marché. Donc, vous pouvez appliquer ça à n'importe quoi. Là, je vous parle d'une blessure, mais ça peut être n'importe quoi dans votre vie. Ça peut être, hey, on dirait que j'ai de la misère à livrer la performance. On dirait que je sais que je suis capable, j'arrive pour livrer la performance, puis je laisse l'anxiété prendre le dessus. Je suis pas capable de faire ce que je sais que je suis capable de faire. Bien, tu peux te poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux voir un préparateur mental? Mais sinon, est-ce que je peux visualiser? C'est juste m'asseoir, me visualiser, réussir, jusqu'à temps que j'y crois assez fort pour être capable de le faire. Ça peut être des choses que vous pouvez faire, mais la première étape, c'est de se poser la question, est-ce que je fais tout ce qui est dans mon possible pour régler ce problème-là ou j'attends que quelqu'un le règle pour moi? C'est quelque chose qui est très important pour notre entraîneur. Et à la fin de l'été, ça, c'est un message qu'il avait mis dans notre conversation de groupe. C'est en anglais, mais je vais vous traduire le plus important. Il nous dit ici, la récupération et le repos vont être ce qui va être le plus important pour les 3 dernières semaines pour que vous puissiez maximiser tous vos entraînements, arriver dans des conditions optimales à l'entraînement. Puis là, ici, il dit, le travail que vous faites quand personne ne regarde va être crucial pour votre succès ce mois-ci. Puis qu'est-ce qu'il veut dire? C'est exactement ça. Il dit, prenez responsabilité pour votre succès. Vous ne le faites pas pour les autres, vous ne le faites pas pour la reconnaissance, vous ne le faites pas pour que je vous dise « Ah, bravo! » Non, moi, je veux que tu arrives à l'entraînement dans les meilleures conditions possibles. C'est toi qui t'en es occupé. Tu ne le fais pas pour les forces, tu ne le fais pas pour les paillettes, tu ne le fais pas pour la reconnaissance, tu le fais pour toi. Puis, c'est quelque chose qui a fait une immense différence dans ma carrière puis qui a eu des résultats assez impressionnants en compétition. Par la suite, j'ai quasiment doublé mon taux de podium en Coupe du Monde après avoir intégré ces pratiques-là dans mon quotidien. On peut passer à la prochaine diapo. Là, je parle de compétition sportive. J'ai un conseil à vous donner, mais encore une fois, ça peut être dans plusieurs activités, dans n'importe quelle passion que vous entreteniez, où vous devez livrer telle sorte de performance. Puis, mon conseil va comme suit. Vouloir faire le meilleur saut possible au lieu de ne pas vouloir faire un mauvais saut. Là, vous allez me dire, c'est pas la même chose. Si je fais pas un mauvais, ça veut dire que je fais un bon. Si je fais un bon, ça veut dire que je fais pas un mauvais. Mais il y a une grande nuance. Moi, la journée ou les semaines, les mois que j'ai appris cette phrase-là, c'était dans le camp pré-olympique. Donc là, on est juste avant les Jeux olympiques de Beijing 2022. On est en janvier, on a 1 mois complet d'entraînement, on est déjà qualifié. Donc, on n'a plus besoin de prouver à qui que ce soit qu'on est capable. On est déjà qualifié, on s'en va au jeu. Les seules choses qui peuvent m'empêcher d'aller au jeu, c'est A, j'attrape la COVID, parce qu'on est en pleine pandémie. B, je me blesse. Donc, si j'attrape la COVID, je ne peux pas aller au jeu. Si je me blesse, je ne peux pas aller au jeu.
Et c'est devenu une obsession pour moi. J'avais tellement peur d'attraper la COVID, j'avais tellement peur de me blesser, j'en étais paranoïaque. J'arrivais à l'entraînement, puis en haut, la seule chose que je pouvais penser, c'est « blesse-toi pas, fais juste blesse-toi pas ». Je voulais juste me rendre au lendemain. Puis ce camp d'entraînement-là a été un des pires camps d'entraînement de ma carrière. J'atterrissais 1 saut par jour, peut-être, sur 10, ça fait beaucoup de chutes. Ma confiance a diminué. Je suis même venue à un point que je pensais plus que j'étais capable, j'arrêtais pas de tomber, puis je comprenais pas pourquoi. Le mois passé, c'était si facile quand il fallait que je me qualifie pour les Jeux, qu'il fallait que je livre la performance de ma vie. Puis maintenant que c'est fait, je suis même plus capable de faire des sauts simples. Qu'est-ce qui se passe? C'est avec mon préparateur mental qu'on est venu avec cette phrase-là. Il dit « Mais Marion, quand tu es en haut, est-ce que tu veux faire un bon saut ou tu veux juste pas en faire un mauvais? » Puis là, ça m'a fait réfléchir, puis j'ai réalisé que c'est exactement ça. J'étais en haut, puis je voulais juste pas tomber. Je voulais juste pas me blesser. Puis la différence, c'est que quand tu fais quelque chose pour ne pas échouer, mais tu es prudent, tu fais attention, tu y vas, tu donnes le minimum possible. Tandis que quand tu fais quelque chose pour montrer la meilleure performance, pour montrer ce que tu es capable de faire, tu es confiant, les épaules hautes, tu prends le risque, tu y vas à 100%. Puis la performance, même si les deux, c'est un saut qu'on pourrait dire réussi, est totalement différente. Puis quand je suis arrivée aux Jeux olympiques, après mon mois d'entraînement terrible, où j'avais presque rien atterri, j'avais compris ça. Donc quand j'étais en haut de la piste, que j'étais tout seul avec à peu près 20 spotlights de lumière sur moi, 50 caméras, les anneaux olympiques partout, puis que c'était mon moment, je me suis pas dit « Ah, mais je veux juste pas tomber ». Je me suis dit « Hey, montre-leur qu'est-ce que tu es capable de faire. Sois confiante, puis honore tout l'entraînement que tu as fait. Vouloir faire la meilleure performance possible au lieu de ne pas en faire une mauvaise. » Ça m'a suivi encore aujourd'hui, puis j'y pense tout le temps. C'est la différence entre gagner une médaille olympique puis finir 4e. Mais après, ça peut s'appliquer dans toutes les sphères de la vie. Et donc ça, c'était ma dernière et 4e leçon que j'avais appris dans mes années d'escalade acrobatique, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de répondre à vos questions parce que j'ai pas de temps couvert toutes les sphères de mon sport, donc je veux savoir, posez-moi vos questions et on peut changer de diapo, ouais, super. Ça va me faire plaisir d'y répondre, je suis là pour ça. Puis j'ai aussi amené ma médaille olympique. Si vous voulez la voir, si vous voulez prendre des photos, ça va me faire plaisir. Vous aurez le droit. Vous allez participer au prochain? Je suis en processus pour me qualifier. La qualification olympique, comment ça fonctionne, c'est que c'est la saison avant les Jeux et l'année des Jeux qu'on se qualifie. Donc, pour moi, ça se trouve à pas être cet hiver, mais l'hiver d'après. Donc là, cet hiver, je suis en train d'essayer de travailler pour augmenter mon degré de difficulté. Le saut que vous avez vu, ça, c'est un double périlleux avec 3 vrilles. Puis là, maintenant, j'aimerais ça faire des triples périlleux avec 2 ou 3 vrilles. Fait que pour ça, il faut que j'arrive à 65 km/h dans le saut, que je vais à peu près 12 mètres de hauteur puis que je contrôle l'atterrissage. Donc, cette année, c'est sur ça que je me concentre parce que je sais que c'est ces sauts-là qui ont le potentiel de gagner la médaille d'or olympique. C'est toujours ça qu'on vise, hein, on veut toujours plus. Fait que je me concentre là-dessus cette année. Et là, les 2 prochaines années vont être des années de qualification olympique. Pour ça, il faut que je fasse des podiums en Coupe du monde puis des top 6 aux championnats du monde. Les prochains sont en Suisse. Puis les prochains Jeux olympiques sont en Italie en 2026, en février 2026. Donc, j'espère que je vais être là. Oui, oui. Hey, on m'a posé la question dans l'autre école aussi. On me demande c'est combien que je gagne. OK, on va mettre ça au clair. Le sport amateur et le sport professionnel, c'est 2 mondes totalement différents. Fait que, tu sais, les joueurs de hockey ou de soccer, etc., on est dans les millions. Le sport amateur, vraiment, vraiment pas. Avant les Jeux olympiques, je gagnais 0. Pas mal. L'année avant, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle du carding. Fait que quand tu as atteint un certain niveau là, de performance sportive au Canada, tu as un salaire du gouvernement du Canada. C'est un tout petit salaire. Il couvre tes besoins de base. Donc, j'ai eu ça l'année avant les Jeux. Puis là, après les Jeux, j'ai signé beaucoup de contrats de commanditaires. Puis maintenant, on pourrait donner un range de entre 60 000 et 110 000 $ par année. Mais pour ça, il a fallu que je finance tout le début sans avoir de financement. Puis en ce moment, je suis la skieuse acrobatique au Canada qui probablement gagne le plus. Fait que c'est vraiment
ça dépend de chacun, puis c'est vraiment difficile d'avoir quelque chose de constant comme revenu. Ça fluctue d'année en année. Oui. Mes commanditaires, j'ai WSP, qui est une firme d'ingénierie. Ben, je fais mes études en ingénierie, donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir eu comme partenariat. J'ai CAE, qui est une firme d'ingénierie aussi qui construit des simulateurs de vol. J'ai RBC, à cause des camps des recrues RBC, eux, ils me financent encore. Puis sinon, au niveau de l'équipement, mes skis, c'est des Castley. Mes bottes, c'est des Dalbello. Mes fixations, c'est des Marker. Mon linge, c'est Oraki. Puis j'ai une commandite de véhicule avec Louelec. Donc, voilà. Oui? C'est quoi tu fais l'été? L'été, je m'entraîne dans une piscine. Puis dans le fond, je fais les mêmes sauts, mais j'atterris dans l'eau. J'aurais dû mettre un vidéo, là, mais dans le fond, c'est comme une genre de structure là, de bois puis de métal avec exactement le même saut. Puis on atterrit dans une piscine, puis ça nous permet de... c'est là qu'on va faire tous nos nouveaux sauts. Fait que je vais jamais essayer sur la neige un saut que j'ai pas fait sur la rampe d'eau avant. Fait que j'en fais vraiment beaucoup. Je fais quasiment plus de sauts l'été que l'hiver, même. Fait que c'est ça que je fais. Ça arrête jamais. Oui? Comme le big air, half pipe et tout. Tu vois, c'est une autre des disciplines en ski acrobatique, mais la technique est complètement différente. Fait que en tant que freestyle, comme le côté plus slopestyle, je suis incapable. Parce que dans le fond, moi, là, toute ma vie, quand j'ai fait un périlleux, c'était autour comme de mon axe de rotation comme ça. Puis quand j'ai vrillé, c'était autour de mon axe de rotation comme ça. Puis ça, c'est dans mon cerveau, là, c'est profondément ancré. Puis c'est ça que je fais dans mon sport. Mais en slopestyle, eux, ils tournent dans un autre sens. Puis on dirait que mon cerveau, il peut pas comprendre. Comme je suis incapable. Fait que non, je suis une terrible skieuse de slopestyle. Oui, parce que mes coéquipiers m'encouragent beaucoup à essayer parce qu'ils se rire de moi. Oui! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé de calculer les sauts que tu peux faire pendant, je sais pas, différentes compétitions? Oui, en fait, c'est une bonne question, là. Tous nos sauts sont filmés et comptabilisés. Fait que ce soit en entraînement, tous mes sauts sont filmés, puis on met tous mes sauts dans un document pour savoir combien j'en ai fait. Puis non seulement combien de sauts j'ai fait, mais combien de sauts de chaque figure que j'ai faite, parce qu'il y a plein de figures que je peux faire. Fait que là, comme ça peut nous donner une idée. Hey, si j'ai développé une blessure, combien de sauts que j'ai fait, est-ce que je pourrais en faire moins, comment optimiser mon entraînement. Puis aussi, en Coupe du Monde, on a un nombre maximal de sauts qu'on peut faire pour ne pas avoir un avantage sur les autres. Donc, en Coupe du Monde, il va y avoir des gens qui s'assurent que tout le monde fait le même nombre de sauts pour que personne n'ait un avantage. Mais oui, il y a des banques de données de vidéos là, de mon tout premier saut sur la neige à celui que j'ai fait. Tous ces vidéos-là vivent dans l'ordinateur de mon coach. Puis souvent, lui, ce qu'il va faire, après une saison, il va regarder ces vidéos-là, tout un après l'autre, puis il va se dire qu'est-ce qu'on peut changer dans ta technique. Pourquoi est-ce que tu tombais ce type de saut-là? C'était quoi tes forces, c'était quoi tes faiblesses? Puis en regardant toutes ces vidéos-là, après ça, on les regarde ensemble, puis on peut savoir c'est quoi notre plan d'action pour l'année d'après. Bonne question. Oui? À toi. Je peux, parce que vous sautez quand même haut, les acrobateurs, mais comment vous faisiez pour pas vous faire mal aux chevilles, je sais pas, quand vous atterrissez? C'est une bonne question. Il y a plusieurs réponses. Donc oui, on va haut. Là. En moyenne, je dirais 10 mètres de haut. La réponse numéro 1, c'est que la zone d'atterrissage, elle a un angle. C'est très, très, très à pic. Fait que c'est vraiment pas comme si j'atterrissais sur quelque chose de plat. J'atterris sur quelque chose, mais la plupart de mon énergie, là, elle s'en va en vitesse. Fait que ça cogne pas tant que ça. Ça a l'air de cogner plus que ça cogne. Quand je fais un bon atterrissage, on s'entend, là? Quand j'atterris sur mes pieds, là, c'est l'équivalent de si je sautais en bas du stage, comme force. Fait que c'est quand même étonnant qu'on y pense comme ça. Après, quand je tombe sur le dos, là, c'est vraiment différent. Là. Ça, c'est quand j'atterris sur les pieds. Puis, la deuxième réponse à ta question, c'est que je vais au gym tous les jours. Tu ne peux pas t'improviser en ski acrobatique pour faire ces sauts-là. Il faut que ton corps soit prêt. Fait que nous, on s'entraîne constamment. Je suis toujours en train d'essayer de soit être plus forte ou soit de récupérer pour que mes muscles soient prêts à prendre cet impact-là. Donc, voilà, bonne question. Oui?
Donc, moi, je viens de Sherbrooke. Fait que j'ai 4 frères et sœurs plus jeunes qui font un de la gymnastique, un autre fait du hockey, puis les autres sont pas trop dans le sport, là. Mais oui, puis ils habitent pas trop loin d'ici même. Oui. Tu as une alimentation stricte? C'est pas extrêmement strict, comme je sais qu'il y a des sports qui doivent se peser régulièrement pour pouvoir participer à des compétitions. Nous, c'est pas le cas, mais en fait, l'affaire en ski acrobatique, c'est tu veux être le plus fort possible, mais le plus léger possible. Parce que toute la masse que tu as en muscle, elle va t'aider à atterrir, tandis que toute la masse que tu as qui n'est pas du muscle va mettre du poids sur tes articulations quand tu atterris. Donc, oui, on veut faire vraiment attention à ce qu'on mange, mais c'est pas aussi strict que d'autres sports. Oui. Comment les points pendant les courses, pendant les sauts? Oui, bonne question. Fait que dans le fond, pour faire simple, l'exécution est sur 10 points. Fait qu'on est jugé sur la qualité des sauts et sur le degré de difficulté. La qualité, c'est la hauteur, la distance, mais c'est aussi est-ce que j'ai mes skis collés ensemble? Est-ce que j'ai une belle ligne de corps? Genre, si je plie les jambes, je perds des points. Si je suis tout croche de même, je perds des points. Si j'ai les jambes écartées, je perds des points. Puis notre décollage, je veux être exactement perpendiculaire au saut. Fait que là, si j'ai les genoux pliés comme ça, je perds des points. Ou si je pars en avant, je perds des points. Puis pour l'atterrissage aussi, si on veut des atterrissages qui ont le moins d'absorption possible. Tu vas absorber, évidemment, parce qu'on est de haut, mais si tu vas jusqu'en bas, là, tu perds des points aussi. Fait que ça, c'est tout de l'exécution. Fait qu'on va avoir une note sur 10. Il y a 5 juges. Les 5 juges donnent une note sur 10. On enlève la plus haute, puis on enlève la plus basse. Donc là, on est rendu avec un score d'exécution sur 30 points. Puis tu multiplies ça par le degré de difficulté. Donc, plus tu fais un saut qui est difficile, plus tu multiplies ton score d'exécution par un gros chiffre. Donc, plus que de chances d'avoir des gros scores. Fait que, mettons, moi, des bons scores, c'est... mettons, le saut que je vous ai montré, là, j'avais scoré 97,99 avec ce saut-là. Puis, avec ça, tu peux gagner une Coupe du monde chez les femmes, à peu près. Oui? Genre, les adversaires font à peu près les mêmes sauts ou genre, est-ce qu'il y en a qui vont par en avant? Bonne question. Dans ma discipline, on va tout par en arrière. Fait que l'angle du saut est fait pour que si tu restes vraiment grand puis que tu te laisses tomber sur le dos, ça va faire 2 flips ou 3 flips dépendant du saut que tu fais. Donc, on va tout par en arrière, mais après ça, il y a plein de figures qu'on peut faire. Parce qu'on peut faire 1, 2, 3, 4 vrilles, puis on peut les organiser différemment. Si tu fais une double vrille dans le premier périlleux, puis une vrille après, ou est-ce que tu fais aucune vrille dans le premier périlleux, double vrille après? Donc, il y a plein de façons d'organiser les vrilles, puis le nombre de périlleux. Chez les femmes, par exemple, il y a à peu près 10 femmes, moins de 10 femmes au monde en ce moment qui font des triples périlleux dans mon sport. Mon objectif, c'est de cet hiver en faire pour la première fois. Puis sinon, c'est pas mal les sauts que je t'ai montrés qui sont la norme, mais après, il y a des filles aussi qui peuvent essayer des nouvelles figures. Puis sinon, chez les hommes, souvent, là, ça va être des triples périlleux jusqu'à 5 vrilles dans un triple périlleux. Ça commence à aller vite, là. Moi, Marion, je me demandais, tu as dit que tu étudies en ingénierie? Oui. Donc, tu t'es entraîné 25 heures semaine tout en étudiant 30 heures et plus? Bien là, en fait, moi, mes études en ingénierie, je les fais en ce moment. OK. Puis je suis à temps partiel. Fait que dans le fond, là, je suis comme athlète à temps plein. Donc ça, c'est comme avoir un travail à temps plein, là, de s'entraîner, de voyager, puis de se préparer pour mes compétitions. Puis je fais un bac en génie aérospatial à temps partiel. Fait que ça fait vraiment beaucoup. Ça fait des grosses semaines, mais ça vaut la peine parce que aussi, il faut savoir que quand tu es athlète de haut niveau, ben tu vis c'est un rêve, je pense, de plusieurs athlètes, puis c'est vraiment une belle carrière, c'est un beau mode de vie, mais je sais que je pourrais pas faire ça toute ma vie. Clairement, quand je vais arriver, je sais pas, dans quelques années, il va falloir que j'aie une autre carrière, puis il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent à ce moment-là, puis ils n'ont jamais eu de job de leur vie, ils ont toujours vécu de leur sport, ils ont toujours été valorisés dans leur sport. Donc là, ils arrivent, ils savent pas à quoi s'identifier. Puis ça, c'est vraiment un problème qu'on voit vraiment beaucoup là, dans les athlètes de haut niveau. Donc moi, sachant ça, j'ai décidé de commencer mes études déjà pour avoir quelque chose pour après, puis que je sais que ça va me permettre de faire une job qui me passionne après aussi. Ça a été quoi ta plus grosse chute? Bonne question! Hey, puis en plus, je voulais en parler dans la conférence, puis j'ai oublié. Merci.
OK, ma plus grosse chute, ben là, j'ai pas le vidéo. En fait, le vidéo a été effacé parce que mon coach voulait pas que je le regarde. Mais c'était dans les premières fois que je faisais des doubles périlleux arrière. Donc là, tu commences à aller vraiment plus vite là, quand tu fais des doubles périlleux. C'est comme une grosse étape dans la vie d'un athlète acrobatique. Puis ma première journée avait super bien été. J'avais comme tout atterri mes sauts. J'étais comme, c'est facile, il n'y en a pas de problème. Puis la semaine d'après, je suis arrivée un peu trop confiante. Puis là, c'est que j'ai appris de ne jamais être trop confiante non plus. C'est un équilibre. Puis je m'étais comme laissée tomber dans le saut. Puis là, j'étais partie avec beaucoup trop de rotation et trop de vitesse. Fait que j'ai fait comme un double périlleux. Puis je suis tombée comme, disons, haut du dos. Puis là, mes jambes par-dessus moi, là, comme un peu en valise. Là. Comme mes skis n'ont jamais touché à terre. Là. Ça a juste fait pouf! Puis plus tu vas haut, puis plus tu tournes vite, plus tu vas loin. Puis plus tu vas loin, plus tu descends bas. Parce qu'il y a une pente. Fait que je tombais de vraiment haut sur mon dos. Puis ça m'a coupé le souffle sur le coup. Puis là, je suis arrivée en bas, puis là, je reprends mon souffle, puis là, j'ai commencé à cracher du sang. C'est pas normal. Fait que ça m'a inquiétée, n'est-ce pas? Puis là, mon coach est arrivé, puis on a dû aller passer des radios à l'hôpital pour être sûr que mes poumons étaient corrects, puis que tout était beau. Puis finalement, c'était juste une contusion pulmonaire. C'est comme un bleu sur ton poumon, genre. Fait que ça a pris quelques jours avant que je sois capable de respirer normalement. Puis finalement, j'avais rien. J'ai été bien chanceuse. Mais ouais, jusqu'à maintenant, ça a été ça mon plus gros crash. Mais c'est ça, c'est quand même un sport extrême. Ça arrive souvent qu'il y ait des blessures, malheureusement. Un de mes coéquipiers l'année passée s'est cassé la jambe en atterrissant. Fait que ça arrive quand même souvent. C'est pour ça qu'on se prépare beaucoup, pour essayer de minimiser ça. Comment savoir qu'un jour, tu ne pourras plus faire la compétition? C'est une bonne question. C'est un peu, ça fait un peu peur parce que moi, je fais des compétitions depuis que je suis toute jeune. J'en faisais en gymnastique, maintenant en acrobatique, puis je me suis beaucoup définie par le sport. Fait que oui, ça fait peur parce que je sais pas si je vais être capable de retrouver ce niveau d'adrénaline-là ailleurs dans ma vie. Tu sais, ça fait vraiment des émotions fortes. Autant les bas sont bas, mais autant les hauts sont vraiment hauts. Tu sais, quand tu réussis à faire un saut, le saut que tu voulais faire en Coupe du Monde, le moment le plus crucial, tu sais, le high, le sentiment que tu as est vraiment incroyable. Donc, j'ai un peu peur de ne plus être capable de revivre ça. Mais encore une fois, c'est une des raisons pourquoi je vais à l'école en ce moment, parce que l'industrie spatiale, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis je me dis, ben, au moins, je vais avoir quelque chose d'autre rendu à ce moment-là, puis d'autres façons de me stimuler. Fait que, ouais, c'est ça. Ça me fait peur, mais en même temps, je me dis que je vais avoir d'autres passions à ce moment-là. Qu'est-ce que tu aimes le mieux faire? C'est une bonne question. Celle que j'aime le mieux faire en ce moment, c'est un triple backflip avec 2 vrilles. Je trouve que ça tourne un peu moins vite que lui avec 3 vrilles, fait que c'est un peu plus lent. Mais je l'ai jamais fait sur la neige encore, fait que là, je m'en vais en Finlande la semaine prochaine. Puis je vais aller essayer ça. Fait que je vais avoir besoin de chance. Est-ce que tu as déjà pensé à faire du snow? J'ai fait du snow un tout petit peu. Mais je suis vraiment pas très bonne, en fait. Mais c'est possible de faire du snow puis faire des acrobaties aussi, mais là, il faut que tu ailles en slopestyle. Comme on parlait tantôt, en snow, ils tournent de façon différente, mais ils peuvent faire du big air. Fait que si tu aimes le snow puis les acrobaties, c'est aussi possible, mais moi, il n'y a aucune chance. Merci de votre attention, c'était bien le fun. Une production de la boîte de prod.ca.